Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de l'économie, préparé et présenté par Mondezid. Suite à l'organisation de la 4e édition de la conférence internationale de l'innovation digitale organisée par la Faculté des sciences économiques et de gestion de Mehdi Tiginov 2019, un ouvrage réunissant une sélection des papiers de recherche présentés à cette occasion vient d'être édité sous le titre Digitalisation et intelligence collective, vecteur de développement territorial. Dans un précédent numéro, nous avons eu le plaisir de recevoir l'un des coordinateurs de cet ouvrage, le professeur Jamil Charbouni. Aujourd'hui, c'est l'autre coordinateur que nous sommes ravis de recevoir. Il s'agit de Si Mohamed El-Ouedi, professeur universitaire diplômé de l'Université de Wisconsin et de l'Université de Pittsburgh. Si Mohamed a également enseigné les systèmes d'information aux États-Unis, au Canada, aux Émirats arabes unis et au Liban. Il est conférencier et auteur de plusieurs livres sur le sujet. Il enseigne actuellement l'éthique et les systèmes d'information à l'Institut supérieur de gestion de Tunis. Si Mohamed, bienvenue au studio de RTCI. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Si Mohamed, j'ai posé la même question à Si Jamil Charbouni. Qu'est-ce qui a motivé la sortie de cet ouvrage, Digitalisation et intelligence collective, vecteur de développement territorial? C'était pas du tout prémédité, c'est suite à la conférence que nous nous étions réunis, presque en plaisantant autour d'un dîner, que nous nous étions dit pourquoi ne pas immortaliser l'événement. Pourquoi ne pas mettre toutes les conférences qui avaient eu lieu sous forme d'articles et demander aux conférenciers de coucher leur dire sur papier et de publier la chose sous forme d'un ouvrage collectif. Et puis l'idée avait évolué après l'avoir soumise au doyen, c'est Boy, que je salue au passage. Il s'est dit pourquoi ne pas associer les autres professeurs aussi, qu'ils aient été associés à la conférence ou non, de faire de même. Et nous avons acquiescé à l'idée pour encourager des assistants, des maîtres assistants, des enseignants en herbe, des chercheurs en herbe, de produire et de leur donner une occasion d'être publiés. Et c'est comme ça que ça a été fait. Nous avons reçu les articles, quelques-uns ont été retenus, d'autres pas. Et sur 2 étapes, nous sommes arrivés à réunir ce que vous voyez là sous la forme d'un livre, dont nous sommes tous très très fiers d'ailleurs. Et avec votre permission, je vais citer quelques intervenants, comme oui, on a mais fait. Voilà, c'est aussi pour effectivement aussi faire connaître ceux qui ont contribué à cet ouvrage. Alors, en fait, c'est un ouvrage en 3 parties. La première s'intitule Intelligence collective dans un contexte de digitalisation. Et il y a eu les interventions de Sharaf Zewi, la réconciliation des intelligences, et Ahmed Bourzel, l'intelligence digitale, une capacité critique pour prospérer durablement et innover responsablement à l'ère digitale. Le chapitre 3, c'est la contribution de Si Mohamed El-Ouedi, qui est de la biomimétique à l'intelligence collective. Comment faire usage d'un laboratoire de recherche et développement vieux de, tenez-vous bien, 4 milliards et demi d'années. La partie 2 s'intitule La mobilisation du concept de l'intelligence collective dans les villes et a connu les interventions de Jamil Charbouni et Farouk Kamoun, dont on a parlé d'ailleurs dans un précédent numéro qui s'appelle Ville intelligente, contre cadre d'analyse et perspectives de mobilisation de l'intelligence collective. Ensuite, c'est Donia Rebhi et Abdelhakim Kachar du Maroc, l'intelligence économique au service des pôles de compétitivité locale du Maroc. La 3e partie, il y a eu 2 interventions. La 3e partie s'intitule L'intelligence collective dans un contexte d'économie sociale et solidaire, qui est un sujet très actuel, très important, avec Nesrine Akeli, le capital social, moteur des actions communautaires, un contexte tunisien de l'économie sociale et solidaire, et Nouheb El-Aïd et Maryse Pro, Internet et les médias sociaux au profit de l'économie collaborative dans les pays du Sud et du Nord, une étude comparative sur les pratiques de covoiturage en Tunisie et au Canada. Voilà. Je crois qu'on n'a oublié personne. Hein. Non, voilà. C'est la moindre des choses que vraiment de citer ces personnes qui ont contribué, disons, chacun par un article. Alors, maintenant, Si Mohamed, on va revenir un peu à votre contribution, et puis, avant cela, et contrairement à l'idée répandue que le concept d'intelligence collective n'est pas nouveau, vous indiquez dans votre article sur la foi des écrits de Boulay que l'intelligence collective est un concept tout à fait nouveau et tout à fait à part. Oui, tout à fait. Ce n'est pas ce que nous croyons. Alors, qu'est-ce que nous croyons déjà? Nous croyons que l'intelligence collective, c'est une collection d'intelligences, tout simplement. Que l'intelligence collective, c'est la somme totale des intelligences individuelles des parties composant un groupe ou une équipe.
Et nous sommes partis, le croyant en fait que plus on est de fous, plus on s'amuse, plus on est d'intelligents et plus on est intelligent. Ce qui est évidemment faux. Pas toujours, en fait, pas toujours faux, c'est pas toujours, mais si on a une équation, c'est égal. Je vais vous citer le fait que, par exemple, pour Steve Jobs, pour Apple, il disait, quand on les questionnait sur son business model, il dit, ce sont les Beatles, 4 gars qui s'équilibraient, canalisant les tendances négatives des uns et des autres, et le tout était meilleur que la somme des parties. C'est comme ça que je vois le business. Dans l'entreprise, les grandes choses ne sont pas le fait d'un seul homme, mais d'une équipe. Et vous qui aimez la musique, c'est Mohamed. J'adore. Je pense que voilà ce que disait Steve Jobs, mais c'est peut-être que les Beatles faisaient un peu l'exception. Hein, en fait, quand ça arrive, c'est que c'est une réussite. Si ça n'était pas arrivé, nous ne serions pas en train de parler de Steve Jobs, ni nous l'aurions connu. Mais quand ça arrive, en effet, la synergie existe. La somme est plus forte ou plus grande que la somme des parties, ça existe. Mais ce n'est pas une fatalité. Voilà. Ce n'est pas dans tous les cas de figure. Ce n'est pas une équation. En fait, nous avons autant d'exemples, sinon plus, du contraire. Où en fait, la somme des intelligences des individus nous donne des catastrophes. Et l'histoire nous a montré plusieurs exemples. Nous avions cité dans l'article le cas de la baie des cochons, où en fait, un état-major de gens qui ne sont pas du tout, excusez du terme, qui ne sont pas du tout bêtes, et qui sont arrivés à la conclusion qu'il est. L'invasion de Cuba, la baie des cochons, était un désastre militaire indescriptible. Et le voyant, le commun des mortels se dit, mais comment sont-ils arrivés à penser que ce serait une réussite? Et pourtant, ça a été pris par des gens qui étaient des sommités. Extrêmement intelligents. Extrêmement intelligents, choisis, triés sur le volet. C'était les Beatles, si vous voulez, de l'état-major qui entourait. Et c'était à l'époque du président Kennedy. Qui n'était pas non plus une personne dotée d'un quotient intellectuel négatif. Comme l'ont été d'autres. Comme l'ont été d'autres. Mais celui-là, même pour certains, était le président le plus intelligent, qui occupé le bureau. Et qui malheureusement n'a pas perduré. Hein. Peut-être à cause de ça, mais c'était le plus intelligent à avoir occupé le bureau ovale, selon les dires de ceux qui l'ont connu. Bon, bref, nous sommes arrivés à le connaître, vous et moi, mais les jeunes d'aujourd'hui qui nous écoutent sans doute ne le connaissent. Mais c'était quelqu'un d'assez pointu. C'est celui qui avait dit, entre autres, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'était lui. Oui, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Et d'autres presque proverbes des dires de Kennedy. Et pourtant, c'est celui qui a chapeauté une invasion qui est 1000 fois plus, en fait, en termes de dégâts, 1000 fois plus grave que ce qu'elle était supposée résoudre comme problème. Et donc, d'un côté ou de l'autre, mais ce qui est dit dans la recherche actuellement, que nous commençons à comprendre, que l'intelligence collective n'est pas toujours la somme des intelligences des individus composant l'équipe. Et la question est alors, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Parce qu'elle existe bien. Nous la voyons, nous la palpons. Et la réponse, bon, alors, l'histoire nous donne des contre-exemples, mais la nature, ce qui nous amène d'ailleurs justement au titre de l'article, la nature nous explique qu'en fait, il est tout à fait concevable qu'il y ait quelque chose, comme l'intelligence collective, qui existe sans qu'elle soit définie ou qu'il ait besoin d'être définie en fonction d'autre chose. Et nous le voyons dans la nature, et sans doute certains de nos auditeurs savent que si nous étudions les fourmis, nous allons nous rendre compte que ces insectes sont capables d'une intelligence extraordinaire. Mais les fourmis, elles, les individus, ne sont pas intelligents. Une fourmi, elle est dotée de quelques 250 000 neurones, uniquement, comparé à un être humain qui, lui, jouit de 100 milliards de neurones. Et donc une fourmi de 250 000 neurones, c'est à peine suffisant pour qu'elle puisse savoir se diriger. Et pourtant, quand nous prenons une collectivité de fourmis, nous sommes témoins d'une intelligence qui est assez admirable. D'ailleurs, nous nous inspirons du comportement des fourmis pour nombre de choses. Nous arriverons peut-être à en parler. Oui, certainement. Oui. Alors, il y a même l'intelligence artificielle, toute une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle Swarm Intelligence, ou l'intelligence de l'essaim, qui s'occupe à étudier les fourmis, les abeilles, n'est-ce pas, les hirondelles, les mouvements que vous voyez dans le ciel, qui sont des mouvements collectifs, n'est-ce pas, sans aucune intelligence individuelle. Et donc il existe quelque chose. C'est-à-dire que si on prend l'animal ou l'insecte en tant que tel, il est peut-être capable à peine de choses très basiques, c'est ça? Exact. Mais si on le prend en groupe, ils sont capables de quelque chose d'extraordinaire. En fait, même de nous donner des leçons. C'est ça. Nous nous inspirons, d'ailleurs la conférence
c'est à l'origine une conférence qui s'appelle Diginov, Diginov comme innovation digitale, et donc c'est de l'innovation. Et donc la nature est là pour nous procurer notre source, parce qu'il y en a d'autres évidemment, qu'est-ce qui nous permet d'innover, ou de créer, ou d'inventer. La nature nous permet de la copier dans des choses que nous ne comprenons toujours pas. Parce que la nature est là pour nous donner des leçons. Et c'est les voisins que nous appelons les bêtes, bizarrement, hein, ces animaux ne sont pas si bêtes que ça. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cette forme de condescendance par rapport à nos amis. C'est très humain, direz-vous. Ecomac Plus. Si Mohamed dit notre invité aujourd'hui dans le magazine de l'économie, on est en train de parler d'intelligence collective et du fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la sommation des intelligences individuelles. Et nous venons de parler d'intelligence artificielle, alors qui est en train de progresser de manière extraordinaire et de peut-être de nous inspirer ou de nous forcer à avoir une vie, des comportements différents. C'est vrai. Exact. Oui. La nature est là, non pas pour nous nourrir uniquement, les plantes, mais pour nous dire ce qu'il est possible de faire. Parce que l'innovation, il y a un minimum et un maximum. Quand est-ce qu'on commence à innover? C'est lorsqu'on commence à avoir une idée. Alors les idées, ça nous vient soit par des innovations, ça peut avoir pour source une erreur. Et puis on tombe sur quelque chose. Serendipity en anglais, je crois que ça a été traduit en 2004. En français, les explosifs, c'était ça Les explosifs, les rayons et le micro-ondes, oui. Les rayons X, alors, la radioactivité. Oui. On est tombé, on cherchait autre chose en fait. Et puis on est tombé sur la radioactivité, les rayons X et plein d'autres choses. La nécessité est mère des inventions. Alors la nécessité et mère des inventions, vous dites que c'est en fait, souvent on se trompe d'auteur au niveau de celui qui a dit ça. Oui. En fait, vous dites que c'est plutôt Jonathan Swift qui est l'auteur qui est l'auteur de celle-là. Rendons justice à l'homme. Bah oui. La science et la technologie nous permettent d'innover. La technologie nous montre le chemin souvent. Le rêve, les Beatles, puisque vous avez Let It Be, c'était un rêve. Paul McCartney avait rêvé la chanson. L'invention de la machine à coudre, le trou dans l'aiguille qui monte et qui descend, ça a été vu par Elias Howe, le créateur, dans un rêve. Donc parfois, on ne sait pas si c'est le wahy ou c'est un cadeau de Dieu, mais on pense tellement à un problème qu'on en voit la solution en rêvant. Donc le rêve peut être une source d'innovation. Dormir n'est pas si malsain, finalement, puisqu'on peut travailler en dehors. Et finalement, copier mère nature. Et copier la nature, c'est la nature qui nous dit jusqu'où on peut aller trop loin. N'est-ce pas? Alors, il y avait des choses que nous copions de la nature jusqu'à aujourd'hui, que nous ne comprenons pas. Comment est-on arrivé, par exemple, à créer un hélicoptère qui peut rester immobile en l'air? Qui a eu l'idée de le faire? Mais en fait, c'est la nature qui l'a fait. C'est le colibri. C'est en regardant le colibri qui est un oiseau. Colibri, un oiseau de 38 grammes, qui est capable de rester en l'air pour se nourrir face à un fruit, n'est-ce pas, en le picotant, et en restant en l'air, en battant des ailes à une vitesse incroyable. Oui. Nous ne comprenons pas encore comment le moineau atterrit, n'est-ce pas? L'élégance, il faut voir ça sur Internet, on peut voir en ralenti, c'est une beauté indescriptible. Et jusqu'à aujourd'hui, l'atterrissage d'un moineau sur une branche, c'est très beau. On s'en est inspiré pour l'atterrissage des avions. Des avions. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'un pilote réussit son atterrissage, on applaudit. C'est toujours considéré comme étant une gageure. Oui, alors que pour un moineau de rien du tout, qui n'est pas nécessairement intelligent, la synchronisation, la coordination de toutes les parties de son corps lorsqu'il atterrit, tout est là, est une beauté indescriptible. Et à Stanford, ils étudient encore, chaque fois qu'ils inventent une nouvelle caméra très rapide, ils s'en vont photographier l'atterrissage d'un moineau pour voir exactement comment la coordination des membres et des muscles de ce petit oiseau de rien du tout peut servir d'inspiration pour l'atterrissage d'un avion. Et d'un avion de guerre, malheureusement. C'est là où les innovations atterrissent d'abord. Et donc, et plein d'autres exemples. Les maillots, par exemple, que nous avons maintenant, les maillots olympiques, oui, sont inspirés des dentures que nous avons dans la peau des requins, oui, qui, tout volume égaux par ailleurs, sont plus rapides que leurs comparses. Alors on se dit, mais comment est-ce que les requins sont plus rapides que les poissons qui sont de même taille? Et en fait, le secret est dans le cuir, la peau, j'allais dire, du requin, avec les dentures qui lui permettent une entrée et une sortie de l'eau qui est extrêmement rapide, et nous nous en sommes inspirés pour fabriquer des maillots. Nous ne comprenons pas plus que ça comment ça fonctionne, mais nous pouvons l'utiliser. Et ça, c'est une forme d'innovation en soi.
de créer sans avoir à comprendre. Et d'ailleurs, nous créons sans comprendre. Personne ne comprend l'électricité. Et pourtant, nous l'utilisons, nous l'avons, nous la mesurons, nous la facturons. Personne ne comprend réellement l'origine, l'essence même du magnétisme. Qu'est-ce qui fait que le pôle attire plus que l'équateur? Ça n'a rien à voir avec la platitude de la planète, mais qu'est-ce que le magnétisme? Qu'est-ce que la gravité? Et nous utilisons ces choses-là pour nos vies de tous les jours. Mais nous ne comprenons pas les choses parce qu'elles nous ont été offertes gratuitement par la nature, ce qui constitue évidemment la science, au terme barbare, biomimétique, qui est mimer la nature. Donc là, vous dites biomimétique. En fait, le terme biomimétique, je crois qu'on le retrouve d'ailleurs dans beaucoup de... avec le suffixe bio, c'est ça, hein? Oui, oui. Donc il y a le mimétisme, c'est-à-dire le fait de copier, le fait de... Sans comprendre. Ah, voilà, c'est ça. Oui. Il est en train de mimer, c'est-à-dire en fait, il refait la même chose, mais avec le fait que, en fait, il ne comprend pas que ça réellement comment. C'est logique, en fait, la nature a mis 4 milliards, c'est le titre, pour l'expliquer. Le titre, oui. 4 milliards et demi d'années pour être ce qu'elle est. Et nous ne pouvons avoir aucun laboratoire aussi ancien, aussi parfait, avec tous les essais et erreurs dont la nature a fait, si on croit à l'évolution, à Darwin, etc., c'est des essais et erreurs. C'est la nature qui est arrivée à un résultat après 4 milliards et demi d'années d'essais et erreurs. Et donc, nous prenons ça comme cela vient, et la nature nous dit quelles sont les choses qui sont possibles de faire, même si nous n'y pensons pas nous-mêmes tout seuls. Nous voyons un phénomène et on se dit, tiens, comment est-ce que ça arrive? Nous ne le comprenons pas toujours, mais nous sommes assez capables pour le copier et aboutir à des inventions. Ecomac Plus. De la biomimétique à l'intelligence collective, comment, si Mohamed le dit, la biomimétique est-elle susceptible de déboucher sur ce concept inédit, communément appelé l'intelligence collective? L'intelligence collective, c'est y croire d'abord. Ne pas croire que mettre des gens ensemble, ça va dégénérer, que ça va aboutir à l'intelligence la plus faible du groupe. Continuez à y croire. Et faire comme vous avez dit tout à l'heure, pour réunir des gens, et croire que parfois, même par accident, il peut en sortir quelque chose de bon, qui, lui, n'a rien à voir avec la somme des intelligences. Oui. Et mais en il fait, vaudrait mieux avoir une intelligence collective que se suffire d'une intelligence individuelle. ça, c'est tout à fait exactement ce que les fourmis nous ont appris. Voilà. Une fourmi toute seule ne peut rien faire, n'est-ce pas? Et donc la collectivité, le mot collectif existe, mais ce n'est pas une question de quantité. C'est ça. Mais c'est un concept qui est tout à fait à part, tout à fait inédit, qui fait que... alors, l'Internet, par exemple, est un tel exemple. Un ordinateur seul ne peut arriver à grand-chose, mais quand vous en mettez des centaines de milliers, même des millions d'ordinateurs ensemble, nous avons l'Internet qui, lui, ressemble à un cerveau humain, n'est-ce pas? Et l'acheminement des paquets, des messages de l'Internet s'inspire aujourd'hui de la manière dont les fourmis utilisent le phéromone pour s'orienter vers le chemin le plus fréquenté par les fourmis qui les ont précédées, pour savoir quel est celui qui va mener à la solution ou à la nourriture, pour continuer à parler. Et c'est pour ça que nous avons cette rapidité époustouflante de l'Internet. C'est-à-dire qu'il est incroyable, viscéralement incroyable, de voir qu'une recherche que vous allez générer sur n'importe quel sujet ait pris quelques fractions de secondes. Et d'ailleurs, Google est assez insolent pour vous le dire, que la recherche a nécessité 0,005 secondes. Ils vous le disent chaque fois. Et pourtant, vous dites, est-ce que réellement mon ordinateur a fait le tour du monde, de tous les sites web qui contiennent l'information que je viens, moi, ici, maintenant, de créer? Personne ne l'a faite avant moi, cette recherche. Donc, personne ne l'a préparée, cette recherche. Et pourtant, elle a été faite ipso facto au moment où vous l'avez générée, en des fractions de secondes, et nous sommes arrivés à ce résultat grâce à notre observation des abeilles, des fourmis. Croyez-le ou non, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, dans votre archive, vous dites « et maintenant hein, », c'est-à-dire que déjà la Terre est vieille de 4 milliards et demi d'années, et je ne pense pas que nous avons fini d'explorer les incalculables possibilités offertes par la nature qui nous en tirent, vous dites, si Mohamed le dit dans votre article. Oui. Qu'est-ce qui nous attend, si Mohamed, dans le futur encore? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'était une réponse à une boutade qui avait été dite à la fin du siècle dernier, ou celui précédent, qui avait dit que tout ce qui était inventé a été inventé. Ah, ça a été dit. Ça a été dit, oui, par celui qui était responsable, administrateur des bureaux des brevets américains. Il pensait que son métier était désormais inutile, que tout ce qui avait carrément. Et donc il n'y avait plus de brevets, et donc il devait peut-être se trouver un autre emploi. Alors qu'en fait, toutes les découvertes qui ont suivi
D'après certains, c'est le tiers de toutes les découvertes de l'être humain. C'était une boutade, cela. J'ai dit que même des étudiants à moi me le disent, monsieur, tout le monde a inventé tout ce qui avait été inventé, qu'est-ce qui nous reste à nous, petits Tunisiens? Si 4,5 milliards d'années ont occasionné tant de découvertes et la biomimétique, que penser des galaxies que nous pensions étaient au nombre de 100 milliards? Maintenant, nous savons qu'elles sont de l'ordre de 2000 milliards de galaxies qui nous entourent, que nous commençons à explorer. Regardez ce qui s'est passé dernièrement avec l'atterrissage de Persévérance sur Mars. Et les gens sont furieux des images qui en fait ne montrent rien d'autre que du désert. Mais l'idée en elle-même d'être allé si loin, et nous avons là un univers qui est vieux de 3 fois plus que 4,5 milliards d'années. Nous sommes en train de parler de 13,8 milliards d'années. Et ça, c'est les estimations les plus récentes. Je suis sûr qu'elles pourraient être dépassées. Hein. Alors, c'est qu'il y a plein de choses qui nous attendent. Suffit-il que nous y allions, si nous pouvions, et nous aurions d'autres sources, parce que la nature, là, évidemment, est en train de grandir. Nous ne sommes plus limités à notre petite terre, mère nature. La nature peut s'étendre à ces galaxies, à ces autres planètes, et donc je pense que nous n'en sommes pas finis, nous n'en avons pas fini avec les inventions et les innovations. Ecomac Plus. Et alors, avant de conclure, si Mohamed, je vous laisse le dernier mot là, encore une fois, par rapport à ce sujet, par rapport à l'innovation et surtout à la digitalisation. Est-ce qu'en Tunisie, nous sommes, à quel niveau sommes-nous? Est-ce que nous sommes en train de faire le travail qu'il faut, ou bien est-ce que ça c'est la question qui fait mal. Parce que je suis convaincu, et vous aussi j'en suis sûr, nous sommes tout près des jeunes tout le temps, de par notre métier, que la Tunisie elle-même est un laboratoire d'innovation et d'idées. Je me rappelle, jeune, et nous sommes presque du même quartier, le dimanche, les enfants qui n'avaient pas d'argent pour s'acheter un ballon qui coûtait 300 000 ici. 350 000. 350 000, le ballon en plastique. C'était cher, le ballon vert. Ballon vert, c'était cher. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les enfants tunisiens, pauvres? Ils prenaient les chaussettes de leur maman, le journal de leur papa, ils se confectionnaient un ballon avec lequel passaient l'imprimé. Je peux vous dire que et moi, le reste, c'était 2 pierres. Je peux vous dire, si Mohamed lui a dit que j'ai fait plein de parties avec ces fameux chiffons. Si ça, c'est pas de l'innovation, qu'est-ce que c'est? Et nous sommes un pays pauvre, mais c'est justement la nécessité et la pauvreté qui pourrait faire de la Tunisie. Alors on se dit non, la fêton, c'est ce que j'entends souvent, parce que les adultes, malheureusement, sont en train de tarabuster les enfants. Ça, c'est un très mauvais message à passer, en tout cas, malgré tout. Qu'est-ce qui va rester en Tunisie alors? Un levier, un vivier. Mais au contraire, moi je pense que le message à faire, si Mohamed, c'est de dire, c'est vous qui allez reconstruire. Je pense que c'est le message que vous donnez également aux étudiants. Tout à fait. Au contraire, c'est vous qui allez tout construire. Visez dans vous-même, observez ce qui vous entoure, la nature ou autre chose. Ayez des idées et lancez-vous. Ayez confiance. Et donc des idées, dès l'apport d'une idée, il n'y a pas d'idées stupides. Pas du tout. Enfin, en fait, c'est les plus loufoques souvent qui font du chemin. Et comme nous avons une jeunesse, Barkallah, une fierté pour la Tunisie, c'est notre vivier, c'est notre richesse. Nous n'avons rien d'autre que cela. Cela a été dit, je le maintiens. Et l'innovation n'a rien qu'à voir ce que nos collègues jeunes professeurs, ont pu générer dans ce livre, n'est-ce pas? C'est une démonstration. On l'atteste. Ah oui, tout à fait. Si Mohamed dit merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, nous avons parlé de l'ouvrage dont vous êtes l'un des coordinateurs, l'ouvrage fruit des assises du 19-2019, intitulé Digitalisation et intelligence collective, vecteur de développement territorial. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce nouveau numéro du magazine de l'économie présenté par Mandozid. Je vous laisse à l'écoute de la suite des programmes de RTCI.